de la conjoncture économique actuelle. Si nous ne nous rendons pas compte que, bien qu'étant ici pour l'instant, il est important que chacun de nous essaie donc, dans la mesure du possible, de prendre ses responsabilités. Même si les choses changent demain au pays, nous allons faire les mêmes erreurs que ceux qui l'ont fait hier, et peut-être même pire, parce qu'on n'aura pas préparé une élite. C'est donc dans cette perspective que moi je voudrais donc rappeler donc, la conscience de chaque jeune ici présent, l'importance donc de se lever. Je lisais tout à l'heure dans le CV du général qu'à 38 ans, il était chef d'État. Au Congo démocratique, on en a un autre qui à moins de 35 ans sera sur le point d'être confirmé en tant que chef d'État. Mais nous étant en France en tant que jeunes, à 25 ans, 26 ans, nous ne voulons plus prendre certaines responsabilités, accusant la situation au pays, accusant certaines conditions. Il y a des gens qui ont réussi sur cette terre en ayant des moyens très moindres. Aussi, je voudrais dire qu'à ceux qui ont l'occasion, l'opportunité de faire des tours au pays, il est important, il est mieux de changer la mentalité d'une seule personne, sachant que cela peut porter ou produire du fruit dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Essayant donc de rassembler 2, 3, 4, 5 personnes, inciter donc la jeunesse congolaise à une prise de conscience, à un changement de mentalité. Car quand on ne prend pas ses responsabilités, on perd son autorité. Merci. Mon jeune frère m'a un peu frotté l'air sous le pied parce que j'ai entendu un compatriote dire que les partis politiques avaient déserté la scène politique et qu'il n'avait pas grand-chose à proposer. Justement, c'est cette mentalité d'assistanat qui fait que les partis politiques n'agissent pas. Tout parti politique a un fondateur qui veut exprimer au travers de cet outil, car le parti politique n'est qu'un outil, sa vision de la société qu'il veut faire partager auprès des autres compatriotes. Mais pour qu'un parti politique vive, il faut qu'il ait des militants. Et c'est là que se trouve notre problème. C'est que nous nous engageons en rien. Mais nous revenons chaque fois incriminer, demander des comptes. Si on ne s'engage pas, si on ne prend pas nos responsabilités à travers une activité militante au sein des structures associatives, parce qu'après tout, on les appelle des partis politiques au sein de la population, c'est de s'investir et de la défendre d'abord au sein des partis politiques. Nous, en tant que militants, on s'investit, on défend les idées, on contredit le chef, on lui apporte, parce que la critique n'est pas toujours négative, elle peut être aussi positive. Donc à partir du moment où nous participons activement, financièrement et par d'autres moyens, le parti politique va vivre. Et le parti politique pourra agir sur le terrain, porter les idéaux que nous avons épousés et éventuellement conquérir le pouvoir. Mais on ne peut pas rester chaque fois chez nous assis et dire « à tel leader nous a menti, à tel leader », mais parce qu'on n'est pas là pour le contredire, on n'est pas là pour l'évaluer, on le laisse tout seul. Et effectivement, cette situation aboutit à un pouvoir personnel des chefs qui ne rendent pas compte à la base, parce qu'on le laisse faire. Donc il est grand temps que nous prenions nos responsabilités. La jeunesse dure un temps, on a 40 ans, on a plus de 40 ans, on est plus jeune en réalité. En France, à 18 ans, on est majeur. Quand est-ce que nous serons majeurs, nous? Donc soyons majeurs, prenons nos responsabilités, investissons-nous dans les partis politiques, apportons-leur les moyens humains, les moyens financiers, pour qu'ils puissent porter loin le projet qu'ils défendent. Merci. Pour répondre, nous sommes de la génération juvénile, pas sénile, c'est peut-être un lapsus lingué. Nous sommes de la génération juvénile. Je pense que chacun de nous a pris part par rapport à ses capacités physiques, intellectuelles, à l'action politique. Et moi qui vous réponds, à la base, je ne connaissais pas qu'est-ce que la politique. Mais qu'est-ce qui s'est passé après le Burkina Faso? J'arrive au Sénégal. Il y a un ami avec qui on a fait la fac de sciences de Brazzaville. On a été au Burkina Faso, au Sénégal. Et on arrive au Sénégal, il décède par une simple constipation, cet ami. Et quand vous arrivez dans sa chambre, il avait une grosse photo du président Sassou, bien affichée. Et malheureusement, on n'avait pas de bourse, on n'avait rien. Et il est décédé.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je n'avais aucun engagement, ni de quoi politique ou quoi, sauf à l'église, je partais. Mais l'ami est décédé, mais pendant 3 mois, le corps est resté à la morgue, alors qu'il était un fervent supporter du président Sassou. C'est à ce moment-là que les amis qui étaient non politiques se sont retrouvés, et moi, à la personne, j'ai pris le micro, et j'ai parlé à la télévision et à la radio pour que le corps soit rapatrié au-delà de 3 mois, après 3 mois. Donc c'est pour vous dire que les Congolais attendent que des occasions difficiles pour qu'ils prennent l'engagement de s'investir, surtout dans le débat politique. Donc, je ne prends pas la parole parce que j'ai vu des conditions difficiles, mais c'est une volonté qui est née depuis longtemps. Après cet événement, je me suis dit, cette fois-ci, comme avec Nietzsche, devant le danger, le moyen court, c'est la mort. Donc, dans le court terme, il faut d'abord lutter. Donc, je réponds à l'appel de mon ami pour dire que la jeunesse existe. Il faut savoir la chercher. Et il va falloir aussi que les partis politiques aient des programmes attrayants. Ce n'est pas la peine de créer un parti politique autour des idées où voilà, on va faire ceci, on va faire cela, mais sans convaincre, sans connaître la nature même des Congolais ou de la jeunesse congolaise, pour les attirer vers nous. Il va falloir que les programmes politiques de tout acteur politique au Congo soient attrayants vis-à-vis de tous les Congolais, vis-à-vis de la jeunesse. Sinon, personne ne viendra dans votre parti politique. Pour ajouter, pour compléter, pour terminer avec, j'ai entendu le RDDRS, un programme politique qui existe bel et bien. Ils ont fait un constat que ce n'est pas les compétences humaines, naturelles ou intellectuelles qui manquent au Congo. C'est vrai que le Congo a beaucoup de richesses, mais on constate une certaine pauvreté, pas rampante, mais une pauvreté réelle qui existe bel et bien au Congo. Ce n'est pas une pauvreté rampante, mais c'est une pauvreté que tout le monde a vu, le constat est clair. Jusque-là, je me demande, on a fait ce constat, mais les gens ne proposent pas de solution. Qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à cela? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que chacun de nous peut proposer ici, dans cette salle, pour dire, voilà, par rapport à tout ce qu'on a remarqué au Congo, moi je propose ceci ou cela. Moi j'attends ce programme vis-à-vis de vous, les aînés. Moi encore jeune, j'ai des propositions à faire, mais je pense que ça ne tient pas de vous. Vous pouvez peut-être les compléter, mais je vous demandais, au sortir de cette salle, il faut que chacun de nous se dise, voilà, par rapport à la situation qu'on trouve au Congo, voilà ce qu'on propose. Moi personnellement, je proposerais une chose, il va falloir que tous les Congolais soient unanimes pour savoir qu'est-ce qui nous empêche d'évoluer au Congo alors qu'on a de l'argent. On cherche même des banques secrets pour les cacher. On a de l'argent, ce n'est pas de l'argent qui manque. On a la compétence, ce n'est pas de la compétence qui manque au Congo. Actuellement, vous cherchez des ingénieurs, des docteurs, des pharmaciens, des infirmiers, des soudeurs, vous allez les trouver au Congo. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je pense que la politique doit être mise à nu pour dire que c'est la politique qui ne marche pas au Congo. Voilà pourquoi tout ne marche pas au Congo. Il va falloir qu'au niveau des politiques, que leurs actions, leurs programmes soient compréhensibles par les Congolais. Je parle d'abord des Congolais, ce n'est pas par la France. La France peut comprendre le programme de tout un homme politique au Congo, mais la politique doit être comprise par les Congolais, d'abord nous-mêmes. Vous arrivez dans des pays comme le Burkina, ils ont des devises nationales. Quand on dit Burkinabé, c'est le pays des hommes intègres. Quand vous arrivez au Sénégal, on parle de la Teranga. Mais le Congo, quand on parle du Congo, on parle de quoi? Nos aînés, je vous interpelle tous, femmes, hommes comme hommes. Quand on parle du Congo, on voit quoi? Quand on voit un Congolais, on s'identifie à quoi? Il va falloir que chacun de nous, au sortir de cette salle, essaie de retrouver cette tranquillité pour dire, voilà, nous les Congolais, peut-être, je ne sais pas, quelqu'un m'a parlé de la SAP, c'est ça? Mais ça n'apporte rien, ça ne nourrit pas son homme. Donc il va falloir que chacun de nous, au sortir de cette salle, essaie d'imaginer qu'est-ce qu'il peut proposer à cette assemblée pour que nous sortions de là avec au moins un petit programme dans la tête. Je vous remercie, j'ai tout parlé. Un ancien chef de l'État de mon pays et quelques ministres, donc des gens qui ont eu la chance de diriger mon pays. Je voulais donc ensuite dire que des moments pareils, nous les avons connus. Même avec ceux qui dirigent le pays aujourd'hui, souvent quand ils venaient en France, on a retrouvé des moments pareils. Et au cours des conférences pareilles, c'est des gens qui ont fait beaucoup de promesses. Aujourd'hui, tout le monde le sait, nous sommes dessus. Alors moi, si je me suis permis de prendre le micro et de parler maintenant, c'est pour dire que demain, parce que là tout à l'heure le général et le président m'a serré la main en me disant peut-être que nous allons retourner demain ensemble à Brazzaville. C'est bien et je veux bien.
Mais si et seulement si cela pouvait arriver, j'espère que ça sera pour un changement, mais un changement vraiment profond. Pas pour vivre encore ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui au pays, et que avec des promesses. Ça ne sert à rien de venir ici, nous rassembler, manger, faire des promesses, et qu'au fond, ça ne change pas. Ça ne sert absolument à rien. Donc, si aujourd'hui, le président peut nous donner, et les autres ministres peuvent nous donner cette garantie au moins que vraiment, nous avons compris par rapport à l'expérience vécue, et qu'aujourd'hui, et que demain, si on a la chance de venir au pouvoir ou bien aux choses, nous ferons quelque chose pour que comment ça change réellement. Donc c'est ce remarque que je voulais faire. Et puis donc voilà, merci. Et chacun en fait son beurre. Alors moi, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est que je suis une militante de terrain du RDD, j'ai participé aux manifestations. Entre nous sur le terrain, quand il s'agit de marcher dehors, il n'y a pas grand monde. Avec 2 heures de retard, d'une part, et peu nombreux sont les marcheurs, dans le froid et sous la pluie. Bon, alors ça, c'est déjà une chose. D'autre part, dans la société civile française, il y a des gens qui alertent l'opinion publique sur le fonctionnement des politiques par rapport aux valises à billets qui passent de l'Afrique à la France pour financer les partis politiques, toutes ces choses scandaleuses qui affament l'Afrique. Alors, moi, je voudrais que les Africains se mobilisent, fassent partie de ces associations de la vie civile qui dénoncent ce scandale, hein, et que quand il y a des manifestations de ces associations, on vous voit nombreux. Hein. Il faut y être pour exister. Il faut être vu pour être protégé. Plus nombreux vous serez, mieux vous serez protégés. Hein. L'union fait la force. Alors, à ce propos, il y a un spectacle qui va passer à Paris, que nous sommes allés voir à Lille. Hein. Il s'agit de Elf, la pompe Afrique. Hein. C'est un spectacle de Nicolas Lambert qui dénonce le fonctionnement de cette entreprise que tout le monde connaît, Elf, hein, et qui sucre tous nos partis politiques et certains dictateurs de l'Afrique. Hein. Donc, pour mettre fin à tout ça, eh bien, faites de la publicité, allez dans ces spectacles et montrez-vous. Comme ça, la France et les politiques français sauront que vous en avez assez, que tout le monde a compris le système et qu'il y en a un ras-le-bol collégial et que l'Afrique est prête à résister. Alors maintenant, une autre question aux politiques africains qui prendront le pouvoir, je l'espère, sous une forme démocratique. Qu'est-ce que vous comptez faire et comment vous allez mettre fin à ce système, à ce financement de Elf et à cette magouille politique autour du pétrole? Comment allez-vous rendre le pétrole aux Congolais? Ça, c'est une question que je vous pose et à laquelle j'aimerais avoir une réponse. Merci. Mesdames et messieurs, non, on est un peu réduit au respect de notre programme, faute de quoi tout ce qu'on a prévu risque de tomber à l'eau et de précipiter les décisions. Ce n'est pas ce que nous recherchons, c'est-à-dire notre excellence au niveau du RDD. Voilà pourquoi il est 16h30, il était prévu que c'est moi qui devais parler, et je prends la parole, parce qu'il faudrait que nous nous mettions d'abord d'accord sur le contenu de ce repas républicain. Le contenu était que le RDD, comme tous les autres partis congolais, a besoin de débat. Il a, bien sûr, en tant que parti démocratique, un débat au sein du RDD, ça c'est clair. Mais il pense que quelles que soient les compétences qu'il y a au sein de notre parti, nous continuons et nous allons toujours demander aux autres de nous apporter leur aide, leur assistance pour que ce que nous recherchions, nous le recherchions tous ensemble. Alors, quand j'entends dans les interventions des uns et des autres qu'on nous dise maintenant, qu'est-ce que vous allez faire comme... Non, on n'est pas là pour faire des promesses. Le RDD, et vous le savez, depuis qu'il est sorti du pouvoir, s'est déclaré comme un parti d'opposition. Parce que d'abord, il n'est pas d'accord avec ce que fait le pouvoir ou les partis au pouvoir à l'heure actuelle. Ça c'est d'un.
De deux, parce que le RDD a une manière, une conception de diriger notre pays qui n'est pas celle qu'utilisent les partis au pouvoir à l'heure actuelle. Le RDD a besoin de changements dans les mentalités des Congolais. Ce n'est pas ce qui se fait à l'heure actuelle. Et nous pensons que tant qu'on n'acceptera pas une ouverture pour un dialogue afin que chacun dise exactement comment nous allons diriger notre pays, il va de soi que nous ne serons jamais au pouvoir. Il y a quelques compatriotes qui ont parlé du tribalisme. Je ne voudrais pas rentrer là-dedans. Parce que j'ai toujours pensé que ce n'est pas parce que c'est un nordiste qui est au pouvoir que implicitement tous les nordistes doivent se comprendre comme étant au pouvoir. Non. On arrive au pouvoir pour défendre une politique. On arrive au pouvoir pour essayer d'atteindre un certain nombre d'objectifs. Mais si ce n'est pas cela, si les gens sont en train de faire autre chose pour qu'un pays pétrolier comme le Congo souffre d'un manque de pétrole, un pays pétrolier donc riche n'arrive pas à résoudre les problèmes sociaux du pays, non. Il peut y avoir 150 nordistes au pouvoir, nous dirons au RDD que nous ne sommes pas d'accord avec cette manière de diriger le pays. Donc, chers compatriotes, nous n'avons pas fait quelque chose d'extraordinaire. Le seul besoin que nous avions en vous réunissant, en confondant les RDD, les membres et sympathisants du RDD, à tous les autres compatriotes qui ont répondu à notre appel, nous voulions cet échange de points de vue. Nous voulions qu'on nous apporte aussi certains éléments. Peut-être que le président Yombi aura à répondre à des questions qui lui ont été adressées d'une manière particulière, mais la préoccupation qui est la nôtre est plutôt de vous écouter, de voir dans quel sens des compatriotes qui sont, même pour certains en dehors de la politique, conçoivent la manière de gérer un pays comme le nôtre. C'est bon. Ce n'est pas qu'il nous manque de diriger des cadres. Vous avez entendu les interventions de certains cadres du RDD. Ils sont compétents. Ils sont compétents. Mais nous pensons que ce n'est pas suffisant. Que nous ne pouvons pas nous contenter de ce qui se passe entre cadres du RDD. Et peut-être que nous avons certaines insuffisances et qu'on a besoin que des compatriotes qui veulent, comme nous, rassembler le pays et non le diviser en 1000 miettes, nous voulons qu'ils nous disent ce qu'ils en pensent. Qu'est-ce que nous devons pouvoir tous ensemble faire? Est-ce que le dialogue que nous prenons est quelque chose de positif? Est-ce que la critique que nous faisons, il y a quelqu'un qui nous a dit, on ne vous entend pas, vous avez, c'est un silence assourdissant. Non. Ce qui est certain, c'est qu'il manque entre le Congo et les cadres qui sont à l'extérieur, une certaine symbiose, c'est-à-dire que nous savons le pouvoir en place nous empêche de pouvoir nous exprimer correctement devant le peuple congolais. Mais nous avons des techniques modernes à l'heure actuelle. Nous avons l'Internet. Mais essayez de consulter, il y a toujours quelque chose que le RDD dit d'une manière permanente au pouvoir en place. Je ne prendrai qu'un exemple. Vous savez qu'il y a un certain groupe de partis politiques qui ont décidé de dire tant qu'il n'y aura pas de transparence, tant qu'il n'y aura pas une commission nationale électorale mais indépendante, il n'est pas question pour nous d'aller aux élections. Donc ne demandez pas au RDD qu'est-ce qu'il va faire dans un an, c'est-à-dire en 2007. S'il n'y a pas la commission nationale indépendante, il n'y a pas d'élection qui tienne parce qu'on nous ressortira les élections de 2002. Mais ça a donné quoi? Voilà 7 ans que nous sommes là. Mais qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on a pu voir pour l'intérêt du Congo? Donc, nous sommes en train de lutter pour cela. Mais je crois que quand les occasions se présentent, il faut le dire. C'est bien peut-être de poser la question, c'est peut-être posé exprès pour que nous le disions, mais nous sommes en train de nous battre pour faire de telle sorte que la démocratie puisse petit à petit revenir dans notre pays. Et ça ne pourra commencer qu'à partir d'une élection transparente, claire,
sans tricherie, parce que ceux qui ont triché, ben, ils sont au pouvoir, ils ne font rien pour le pays. Bien au contraire, on a partout des richesses qu'on essaie de placer à droite et à gauche, mais ce n'est pas ça faire la politique. À nos amis qui sont en France et les Français, ce que nous voulons et ce que nous leur demandons, c'est de nous aider. De nous aider à faire comprendre à leurs amis congolais qui sont au pouvoir. Que ce n'est pas comme ça qu'on pourra diriger un pays. Ici, je suis clair, je vois que les gens sont clairs en France. Mais quand le pouvoir qui est là commet des erreurs, on commence d'abord par les institutions tout à fait légales, l'Assemblée, le Sénat et tout. Et puis, il y a des partis politiques qui prennent position contre ces agissements. On a vu le Premier ministre de Villepin complètement déstabilisé, au point où je le disais, il doit sauter. Mais ça montre, il a pris un peu de recul et il veut arriver à se rattraper. C'est ça la politique que nous souhaitons, celle du dialogue, celle de comprendre que le pays, ce n'est pas parce que vous êtes au pouvoir maintenant que c'est votre chose. Les autres n'ont rien à dire. L'opposition n'a jamais été reçue par le pouvoir en place. L'opposition n'a jamais pu discuter, ne serait-ce qu'avec une commission à côté qui vienne pour nous dire écoutez, nous vous écoutons, qu'est-ce que vous voulez? Et comment vous trouvez le pays? Non, jamais. Mais à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Je me pose la question. Donc voilà pourquoi je crois que vous avez bien fait de nous donner un certain nombre d'idées, mais c'est à dessein que je ne réponds pas à un certain nombre de questions, parce qu'on n'était pas venu pour répondre à des questions. On n'est pas en train de préparer une façon d'accéder au pouvoir maintenant, non. Si on pense que le simple fait de demander à notre président fondateur de nous rejoindre pour que le combat devienne plus dynamique, ce n'est pas parce qu'on veut ceci, on fait ça, non. C'est parce qu'on lui dit, ici, c'est bon, mais c'est encore mieux quand je n'avais pas l'intention de parler. Voilà que le combat, c'est véritablement un combat politiquement. Je leur avais dit que, en principe, parce que j'observe depuis un certain temps un droit de réserve sur les problèmes qui concernent notre pays, je ne parlerai pas. Et je ne dirai rien. Mais il y a un certain nombre de questions qui m'ont été posées tout à l'heure. Je crois que je me ferai un devoir pour de répondre rapidement à ces questions-là. Repartir au Congo, j'y crois depuis 1997. Parce que ce n'est pas beau pour quelqu'un qui a occupé des hautes fonctions publiques dans notre pays de vivre en exil. Il y a des étudiants qui ont crié ici qu'il y avait certains d'entre nous, certains de nos compatriotes, qui dormaient par terre quelque part en Afrique de l'Ouest. Cela, je crois que ce n'est pas encourageant. Mais personne ne sait comment peut vivre un ancien chef d'État quand il est à l'extérieur de son pays, quand il n'a aucun moyen d'existence. Je ne voudrais pas vous donner d'explication. Je dis simplement que je ne recommande à personne de vivre l'exil. Nous l'avons dit en arrivant en Côte d'Ivoire, quand nous avons rencontré les responsables politiques, nous leur avons dit, nous ne souhaitons à personne de connaître la situation que connaît notre pays.
Nous ne voulions pas que nos amis ivoiriens vivent la situation du Congo. Parce que nous ne la recommandons à personne. Malheureusement, nous n'avons pas été écoutés et aujourd'hui, je crois que certains, au fond d'eux-mêmes, doivent se dire que ces gens-là avaient raison. J'ai entendu tout à l'heure quelqu'un me demander, poser la question. Le problème d'amnistie générale. Il s'agit de quelqu'un que je connais bien, Domingo. Je me rends compte que comme diplomate, il est loin de notre pays et qu'il ne fait pas d'efforts pour lire ce qui se passe dans la presse de notre pays. En tant qu'homme, je suis opposé à toute amnistie politique. Parce que j'estime que quand des responsables politiques à un niveau donné ont commis des erreurs, ils doivent payer pour cette erreur qu'ils ont commise. Et que l'amnistie ne doit pas devenir un peu comme une monnaie d'échange entre les hommes politiques. Aujourd'hui, c'est moi qui suis au pouvoir. Bon, il y en a qui ont volé allègrement. Bon, pour faire bien, ils sont amnistiés. À charge pour eux demain, quand ils seront à ma place, de me rendre la monnaie. Alors on passe son temps à s'auto-amnistier. Je dis, je suis contre. Et je l'ai dit par voie de presse. Sans oublier que dans le problème du procès Oxy, je n'étais pas aux affaires. Je n'ai pas choisi de naître au nord, mais j'y suis né. Je ne le regrette pas. Il fallait un homme du Nord, de service qu'il fallait punir, mais c'est moi qu'on a choisi. Et c'est pour ça que je me retrouve condamné à je ne sais pas combien, 25 ans de prison et je ne sais pas combien de milliards d'amende à payer pour une affaire que je connais ni d'Ève ni d'Adam. J'ai dit, je n'accepterai pas d'amnistie politique. Et ce n'est pas, le pouvoir n'a pas manqué d'envoyer par ici des gens pour me convaincre d'accepter l'amnistie. Je la refuse. Pour la raison bien simple que je ne peux pas accepter l'amnistie parce que je ne veux pas accepter une faute que je n'ai pas commise. C'est tout, et c'est simple. J'aurais volé que je ne l'aurais pas accepté non plus. J'aurais fait la prison. Et puis la prison, ça me connaît.